Cours C409, la maîtrise de sa propre fertilité. La fertilité commence dès la puberté. Elle se poursuit toute la vie d'un homme et jusqu'à la ménopause chez la femme. Certains couples désirent un enfant, d'autres non. Des moyens de contraception peuvent être utilisés par les jeunes et les moins jeunes, permettant de choisir le moment d'avoir ou non un enfant. Ces méthodes contraceptives ne sont pas forcément les mêmes tout au long de la vie. Certaines permettent aussi de lutter contre les IST, infections sexuellement transmissibles. À noter que lorsque les méthodes de contraception n'ont pas été correctement appliquées, une grossesse peut survenir. Mettre un terme à une grossesse non désirée est également possible dans certaines conditions. On se propose de résoudre le problème suivant: comment maîtriser sa propre fertilité? Pour cela, suivez les consignes si vous le souhaitez. Retrouvez à l'aide du document 1 les 2 moyens de contraception les plus utilisés par les jeunes, puis expliquez à l'aide des documents 2, 3 et 4 le mode d'action de la pilule œstroprogestative et du préservatif. Présentez ensuite à l'aide des documents 5, 6 et 7 les moyens de mettre un terme à une grossesse non désirée. La compétence travaillée sera celle d'adopter un comportement éthique et responsable, notamment de fonder ses choix de comportement responsable vis-à-vis de sa santé sur des arguments scientifiques. Commençons par regarder les documents avant de proposer une correction écrite très simple. Dans le document numéro 1, nous voyons une photographie avec quelqu'un, donc une main qui tient quelque chose. Ce quelque chose, c'est un préservatif masculin. Quel est son rôle? Eh bien, c'est celle d'établir une barrière étanche, c'est-à-dire imperméable, que les spermatozoïdes ne traversent pas. Ça, il s'agissait du document numéro 2. Dans le document numéro 1, on montre dans un tableau les principales méthodes contraceptives. Alors, on donne une définition du mot contraceptive, c'est-à-dire que c'est une méthode qui empêche qu'un rapport sexuel entraîne une grossesse. Alors, pendant que nous y sommes, il y aura la définition du stérilet. Un stérilet est un dispositif placé par un médecin dans l'utérus de la femme. Il empêche la nidation d'un éventuel embryon. Alors, revenons au document numéro 1. Alors, j'ai oublié de dire tout à l'heure que nous allons travailler en 2 étapes. Première étape sera celle de comprendre comment empêcher la survenue d'une grossesse, et deuxième étape, eh bien, sera celle de perfectionner ces méthodes et de comprendre que des méthodes un peu spéciales peuvent intervenir, notamment l'IVG médicamenteuse ou l'IVG instrumentale. Encore une fois, revenons à ce tableau du document numéro 1. Alors, on nous présente les contraceptifs et l'âge des femmes. Alors, première ligne, contraceptif, ça peut être le stérilet, des implants patch, pilule, préservatif ou autre. L'âge des femmes, 15-19 ans, 20 à 24 ans, 25-34 ans et 35-49 ans. Donc, on va voir quelles méthodes contraceptives sont utilisées par les femmes françaises en 2010. Alors, ça date un petit peu, évidemment, puisqu'on est en 2019. Il serait peut-être bon de réactualiser les documents. Bon. Donc, j'ai choisi celui-ci, on le garde et on verra. On verra, c'est-à-dire qu'il suffit de faire des recherches sur Internet pour voir un petit peu l'évolution entre 2010 et 2018. Bon. Alors, le stérilet n'est pas utilisé par les 15-19 ans. Par contre, il est fortement utilisé pour les femmes qui ont entre 35 et 49 ans.
avec une utilisation moyenne entre 25 et 34 ans, puisqu'on a respectivement pour les précédentes 38% et pour les 25-34 ans 20%. Bon, très peu utilisé à 4% entre les 20 et 24 ans. Un plan patch, donc très peu utilisé, aux alentours entre 3 et 6% pour l'ensemble des femmes ou des jeunes filles. La pilule est très largement utilisée parce qu'elle va entre 40 et 80, plus de 80% chez les 20 à 24 ans. Bon, 15-19 ans, quand même 78%. Ensuite 25-34 et donc 60% et 35-49, 41%. Le préservatif, donc qui concerne les garçons, alors que la pilule c'est que chez les filles, hein, que chez les femmes. Le préservatif c'est que chez les garçons, enfin le préservatif tel que celui qu'on nous présente en tout cas dans le document numéro 2. Donc 18% entre les 15, de 15 à 19 ans, et ensuite 7,2 et 8,7% entre 20 et 34 ans, et 11% 35 à 49. Donc on voit qu'il est pas très utilisé. Alors là, je suis en train de m'apercevoir que les préservatifs, donc il ne s'agit pas des préservatifs de l'homme en fait, mais de préservatifs chez la femme en fait. Une erreur de ma part, j'avais mal lu. C'est-à-dire qu'on dit que principale méthode contraceptive utilisée par les femmes françaises en 2010. Donc, je suppose que, puisque c'est marqué préservatif, on pense tout de suite au préservatif masculin, mais il existe aussi certains types de préservatifs chez la femme. Là, on est à entre 7 et 18%. Bon, avec 18%, les 15-19 ans. Et puis, autres méthodes, donc, pas d'autres méthodes entre 15 et 19, et puis d'autres méthodes que nous n'étudierons pas ici, entre 20 et 49 ans. Bon. Donc voilà pour quelques informations. Donc ce qu'il faut retenir, eh bien, qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qu'il faut retenir? On nous demande de retrouver les deux moyens de contraception les plus utilisés par les jeunes. Donc là, on voit bien entre le document numéro 1 et le document numéro 2 que c'est la pilule. Et alors, le stérilet est quand même pas mal utilisé entre les 25 et 49 ans, hein, puisqu'on est à respecter, enfin on est à 20, entre 20 et 38%. Donc c'est quand même assez. Le préservatif. Alors, préservatif, 18%. Bon, c'est le préservatif en fait. Hein. Bon, maintenant, dans ce document, désolé, mais je n'arrive pas à savoir si c'est le préservatif féminin ou masculin, puisque je n'ai pas d'informations. Donc il faudrait, alors une petite erreur de ma part, bien sûr j'aurais dû me renseigner avant, donc vous les élèves qui comprenez le problème, eh bien lorsque nous serons ensemble en cours, vous allez me répondre. Donc faites des recherches, pour ma part je n'en ferai pas, car je compte sur vous. Ensuite, document numéro 3, pilule et implant, deux méthodes de contraception féminine. Alors la pilule la plus utilisée, appelée œstroprogestative, comprend 28 comprimés en fait. La femme doit en perdre un quotidiennement, elle doit en prendre un quotidiennement à la même heure. Donc les 21 premières renferment les hormones sexuelles de synthèse et les 7 dernières en sont dénuées. C'est durant cette dernière tentative que les règles surviennent. Un implant se présente sous la forme d'un petit bâtonnet que le médecin pose sous la peau du bras. Il contient des hormones sexuelles de synthèse et est efficace 3 ans. Alors on nous montre en parallèle la pose d'un implant. Bon. Donc voilà pour la pilule. Bon.
Après, il faut comprendre ce que signifie œstroprogestatif. Bon, œstroprogestatif, ça fait penser à œstrogène. C'est une des deux principales hormones chez la femme. Et progestérone, qui est, pareil, une des deux hormones importantes chez la femme. Œstrogène, progestérone. Alors, pour comprendre un petit peu l'action de la pilule, il faut voir et comprendre l'évolution des teneurs sanguines en hormones ovariennes naturelles lors d'une mise sous pilule œstroprogestative. Alors, il faut partir de ce qui est normal chez la femme pour aboutir à quelque chose qui va se passer lors de la prise de la pilule. Alors, étudions ce qu'on nous représente, c'est-à-dire la teneur sanguine en hormones ovariennes en unité arbitraire en fonction du temps exprimé en jours du cycle. Alors, on rappelle que chez la femme, il y a des cycles. Il y a deux cycles en fait. Bon, souvent la femme pense qu'il n'y a qu'un cycle, en fait il y a deux cycles. Il y a ce qu'on appelle le cycle menstruel, du 1er au 28e jour. Et ce cycle menstruel se termine par ce que l'on appelle une menstruation, bon, en termes impropres, mais sous-entendu tous les mois. En fait, c'est pas tous les mois, c'est tous les 28 jours. Il y a un écoulement sanguin. Ça veut dire que au niveau de la paroi de l'utérus, la muqueuse utérine se détache et elle comporte évidemment du sang. Donc cette muqueuse utérine avait pour but, lors de son épaississement, en fait d'accueillir l'éventuel cellule œuf qui deviendra un embryon puis un fœtus. Mais s'il n'y a pas de fécondation, donc s'il n'y a pas de grossesse, eh bien cette muqueuse utérine n'a plus de raison d'être, donc elle s'écoule, elle sort le 28e jour du cycle. Alors attention, les jours du cycle, ce ne sont pas les jours c'est pas, admettons janvier, c'est pas du 1er au 28 janvier. Hein. Bon. Je pense que vous le savez quand même, je précise. Vous pouvez très bien avoir les règles qui apparaissent, par exemple, le 12. Imaginons là le 12 mars, vous allez avoir vos règles. Eh bien, il faut compter 28 jours à partir du 12 mars et vous aurez les règles suivantes. Donc ça, c'est le premier cycle, donc on appelle le premier cycle le cycle menstruel, qui a lieu, enfin qui dure en général 28 jours. Alors le premier jour, c'est le premier jour des règles, c'est-à-dire de l'écoulement du sang. Cet écoulement dure un certain temps, 4, 5, 6 jours, 8 jours, ça dépend des femmes, ça dépend de l'âge aussi. Et donc là, dès l'instant où vous commencez dès l'instant où les règles s'écoulent, vous comptez 1, c'est-à-dire le premier jour. Et ensuite, pour les prochaines règles, il faut compter 28. Donc c'est pratique d'avoir un petit agenda et de noter les dates régulièrement. Ça peut servir éventuellement lors d'une visite chez un gynécologue. Donc voilà, alors au milieu de ce cycle, enfin de ce cycle de 28 jours, il y a le nombre 14. Eh bien, c'est-à-dire la moitié de 28, c'est 14. Eh bien, ce 14e jour, il y a en général une ovulation. Alors, pourquoi je disais tout à l'heure qu'il y a deux cycles? Parce qu'il y a le cycle menstruel, nous l'avons vu, mais le cycle de l'ovulation également, et qui dure lui aussi 28 jours. Parce que si par exemple, vous avez les règles un jour numéro 1, vous comptez 14, c'est l'ovulation. Puis vous comptez à nouveau 14, ce sont les règles du cycle suivant. Et 14 jours après les règles, vous avez à nouveau une ovulation. Donc ça veut dire que du 14e jour du cycle au 14e jour du cycle suivant, eh bien vous avez deux ovulations en fait. Bon, c'est pour ça qu'on parle il y a deux cycles, le cycle de l'ovulation et le cycle des règles. Bon, je pense que vous avez compris. Alors, en quoi les hormones nous intéressent? En quoi admettons, on a dit, on prend une pilule œstroprogestative. C'est la plus utilisée, du moins en 2010. Bon. Œstro, ça veut dire œstrogène, progestative, ça veut dire progestérone. Pourquoi est-ce qu'elle peut être efficace? Pourquoi est-ce qu'elle permet de ne pas avoir d'enfant
Pourquoi est-ce qu'elle modifie en fait les cycles, ou du moins la biosynthèse des hormones, donc œstrogène et progestérone, c'est-à-dire la fabrication des hormones par le corps humain. Alors, le premier jour des règles, il y a une certaine quantité, on va dire, on va partir de 1, on part d'unité arbitraire 1 sur le graphique, et tant qu'il y a les règles, en fait, cette quantité dure, enfin, cette quantité n'augmente pas trop, en fait. Bon, c'est pas le fait qu'il y ait les règles ou pas les règles, le problème est autre. Mais en tout cas, à peu près le 6e, 7e jour, la quantité d'œstrogène, donc qui est représentée en vert sur ce graphe, augmente très fortement pour atteindre un espèce de pic juste un petit peu avant l'ovulation. Puis après l'ovulation, cette quantité diminue pour réaugmenter encore un petit peu le 21e jour et rediminuer fortement le 28e jour du cycle. Vous voyez que la quantité d'œstrogène va fluctuer. Ça veut dire qu'elle varie. On part de 1, on passe à 4 un petit peu avant l'ovulation, on redescend à 2, puis on remonte à 3, puis on redescend. En bleu, la progestérone, alors sa quantité est relativement stable et pratiquement proche de 0 jusqu'à l'ovulation. Et dès l'instant où il y a l'ovulation, cette quantité augmente très brusquement. Donc, alors augmente très brusquement pour atteindre un pic de sécrétion, c'est-à-dire de fabrication, le 21e jour du cycle à peu près. Et puis ensuite, cette quantité baisse régulièrement pour devenir presque nulle, en tout cas une quantité très faible et stable, et enfin une quantité très faible, le 28e jour du cycle, c'est-à-dire le premier jour des règles du cycle suivant. En fait. Alors, on s'aperçoit qu'une jeune fille, le 28e jour de ce cycle-là, donc que je viens de décrire, la jeune fille a pris la pilule et on s'aperçoit que, alors il y a les règles, ça n'empêche pas les règles, mais on s'aperçoit que le taux d'œstrogène et de progestérone reste pratiquement nul tout le cycle suivant. Et ça veut dire que ça empêche, en fait, on n'a pas représenté le 14e jour du cycle, on n'a pas représenté l'ovulation. Ça veut dire que les hormones empêchent l'ovulation, par exemple. Ça veut dire qu'il ne se passe rien, les deux courbes sont plates, et donc c'est là tout l'intérêt de la pilule œstroprogestative, donc qui comprend deux types d'hormones, œstrogène et progestérone. Alors pourquoi est-ce que le fait de prendre cette pilule empêche la production de progestérone et œstrogène? Alors on ne va pas l'expliquer, vous le comprendrez. Alors réforme du collège, vous le comprendrez, on en parlera un petit peu lorsque vous serez en seconde, en classe de seconde, parce que les nouveaux programmes font que on va comprendre ce qui se passe entre l'axe hypothalamo-hypophysaire, qui sera à l'origine, alors hypothalamo, ça vient de hypothalamus, hypophysaire, donc ce sera l'hypophyse. Ce sont, bon, on va dire des glandes, qui sécrètent des hormones, en fait, qui vont agir sur l'appareil reproducteur de la femme, en fait, pour faire en sorte que les hormones vont être produites ou non produites. Bon, c'est compliqué, je n'en parlerai pas ici. Sachez simplement que on en reparlera lorsque vous serez en classe de seconde. Bon, et bien voilà, tout l'intérêt de prendre la pilule, c'est d'empêcher la progestérone et l'œstrogène de faire d'assumer leur rôle entre guillemets, entre autres celle de l'ovulation. Et donc voilà. Ensuite, bon, le document numéro 5,
Il s'agit d'un discours de Simone Veil à l'Assemblée nationale en 1974. C'est une loi. Elle présentait une loi relative à l'interruption volontaire de grossesse que l'on appelle IVG. Je cite: je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager? Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. Voilà ce que Simone Veil avait annoncé à l'Assemblée nationale en 1974. Alors, l'avortement, évidemment, c'est un problème compliqué, c'est un problème éthique, on dit bioéthique, puisqu'il concerne la vie. Bon, vous seriez pour ou contre l'interruption volontaire de grossesse? Est-ce que vous considérez qu'interrompre une grossesse doit se faire ou ne pas se faire? Bon, je ne donnerai pas mes arguments personnels. Donc, dans un tableau numéro 6, on montre le nombre d'IVG pratiqués pour 1000 femmes en 2013. Ah, petite évolution par rapport aux dates. Tout à l'heure, c'était en 2010, maintenant c'est en 2013. Alors, nombre d'IVG pratiqués pour 1000 femmes. Alors, on regarde un petit peu, on a donc ça va entre 0 et 35, ça va même pas entre 0, oui, enfin entre 0 et 35. 35 quoi? 35 IVG pour 1000 femmes. Bon, on n'atteint pas les 35. Par contre, on atteint pratiquement les 30 pour les 20-24 ans. 30 IVG. Donc, je vous laisse réfléchir un petit peu. Vous avez entre 20 et 24 ans. On prend 1000 femmes. Et sur les 1000 femmes, 30 ont pratiqué l'IVG. Ce qui fait quand même beaucoup. Alors, les 15-17 ans, 10. Les 40-44 ans, pareil, 5. Puis ensuite, donc à partir de 24 ans jusqu'à 39 ans à peu près, le taux reste assez élevé mais diminue régulièrement. Bon, à réfléchir, à réfléchir. Nombre d'interruptions volontaires de grossesse en France en 2013 selon l'âge des femmes. Une grossesse non désirée peut survenir dans diverses circonstances. Elle est soumise à une législation qui diffère selon les pays dans lesquels elle est autorisée. Dans tous les cas, l'IVG ne doit pas se substituer à une méthode contraceptive. Donc ça veut dire que si vous ne voulez pas avoir d'enfant et que si vous tombez enceinte, par exemple, vous les femmes, eh bien vous ne devez pas, il ne faut pas se dire bon voilà, je ne prends pas mes précautions et puis si jamais je tombe enceinte, je vais faire l'IVG. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut pas. Déjà moralement, ça ne se fait pas. Et ensuite, par rapport à la loi, ça ne se fait pas non plus. Bon, pareil, à discuter. Si vous voulez avoir des rapports sexuels et ne pas avoir d'enfants, il faut trouver un moyen de contraception. Alors, si vous n'avez pas de moyen de contraception, ça, bon, je vais pas donner mes conseils, mais il faut voir un gynécologue. Et puis bon, je suis là juste pour expliquer les choses, pas pour donner mon avis. Alors, les deux méthodes d'interruption volontaire de grossesse et leurs délais légaux en France. Alors, il y a deux cas. L'interruption volontaire de grossesse médicamenteuse et l'interruption volontaire de grossesse instrumentale. Alors, pour la médicamenteuse, donc ça veut dire
on prend des médicaments. Pour l'instrumental, ce sera autre chose. Quel est le délai? Le délai pour l'une et l'autre. Médicaments jusqu'à la fin de la 5e semaine de grossesse. Donc, je ne prends pas parti, mais je vous dis quand même que 5 semaines de grossesse, c'est quand même un embryon. Parce qu'en fait, pendant 3 mois, vous avez ce que l'on appelle l'embryogenèse. C'est-à-dire que de la cellule œuf à la formation complète du petit humain, donc de l'embryon complètement formé, mais encore très petit, il se passe 3 mois à peu près. Donc 5e semaine, c'est quand même 1 mois et 1 semaine. C'est quand même un tiers, plus d'un tiers de ce petit embryon qui s'est formé. Donc quand on dit on veut faire une IVG médicamenteuse, ça veut dire que vous allez détruire un embryon qui est à un tiers de sa formation complète. Il faut quand même y réfléchir, y penser. Alors, on ne peut pas donner d'avis personnel comme ça sans discuter, parce qu'il y a beaucoup de cas où l'IVG médicamenteuse est indispensable. Ça peut être une femme qui est très malade, qui risque sa vie, ça peut être au cours d'un viol, ça peut être, on peut imaginer des choses atroces. Bon, c'est un problème, un gros problème éthique. Bon, et c'est à discuter lorsque le cas se présente. Alors avec le partenaire, avec le médecin, etc. Bon, c'est pas simple. Pour l'instrumental, le délai, c'est jusqu'à la fin de la 12e semaine de grossesse. 12e semaine de grossesse. Donc si on... Un mois, c'est 4 semaines. 3 x 4, 12. Donc si on est à 12 semaines, on est quand même à 3 mois. On est quand même l'embryon est quand même entièrement formé. Parce que ensuite, après le 3e mois, lorsqu'on attaque le 4e mois, ça veut dire que l'enfant, il va grandir, il a déjà tous ses organes en place, c'est déjà un petit humain complet, et ensuite il va grandir. Bon, et c'est pour ça qu'on passe du nom de embryon au nom de fœtus. Donc on est au début, vraiment à la limite entre les deux, début du stade fœtal. Voilà, donc là, il faut vraiment que ce soit des cas particuliers dans l'IVG instrumentale, parce que c'est quand même un petit être vivant qui est déjà en place. Voilà, hein, vous commencez sans doute à comprendre mon avis personnel. Le lieu pour l'IVG médicamenteuse, c'est dans un établissement de santé, un cabinet médical ou bien un centre de planification ou de santé. Bon, il s'agit de prendre un médicament en fait. Bon, donc ça ne demande pas d'opération spéciale, mais il faut quand même que ce soit un endroit où il y a le mot santé, établissement de santé, cabinet médical ou centre de planification ou de santé. Pour l'instrumental, le lieu c'est évidemment à l'hôpital. Il s'agit d'une instrumentation, donc on ne peut pas faire ailleurs qu'à l'hôpital. La méthode pour l'IVG médicamenteuse, c'est 2 prises de médicaments espacées de 36 à 48 heures. 2 prises de médicaments. La méthode instrumentale, c'est aspiration de l'embryon sous anesthésie locale ou générale et hospitalisation de quelques heures. Aspiration d'un embryon qui est formé. Alors après se pose le cas aussi d'un enfant, d'un embryon qui serait anormal, ou alors qui serait atteint par exemple d'une maladie quelconque, par exemple la trisomie. Le couple a la lourde charge, la lourde pensée de savoir s'il faut garder ou pas garder un enfant, un embryon. C'est très compliqué. C'est une méthode vraiment
Enfin, c'est vraiment, on est vraiment là dans le bioéthique, dans les problèmes éthiques qui demandent un large débat. Donc, aspiration d'un embryon qui a déjà 3 mois. Bon. Les effets concernant l'IVG médicamenteuse. Saignement pendant une dizaine de jours. Donc ça veut dire en fait que ce médicament va agir sur la muqueuse utérine pour détacher l'enfant. D'où les saignements, parce que la muqueuse utérine, lorsqu'elle a accueilli l'enfant, avait déjà une certaine épaisseur. Et là, si on veut, si la femme, le couple veut, imaginons on est à la 5e semaine, eh bien l'épaisseur de la muqueuse est relativement importante, le placenta est formé, etc. Et donc c'est compliqué, les saignements, bon, pendant une dizaine de jours, voire plus évidemment. Les effets pour l'instrumental, pour l'IVG instrumental, c'est dans certains cas de la fièvre, une perte de sang, des douleurs abdominales. Bon. La suite, que se passe-t-il une fois que l'IVG médicamenteuse est faite? Eh bien, visite de contrôle entre le 14e et le 21e jour après la deuxième prise. Donc, ça veut dire on laisse faire les choses et puis la jeune fille retourne voir un médecin là où... Bon, enfin, elle retourne voir un médecin. Ensuite, concernant l'IVG instrumentale, la suite, c'est visite de contrôle 14e et 21e jour du cycle après l'intervention. Bon, voilà. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est les problèmes psychologiques qui peuvent se greffer à ces deux méthodes où l'on enlève un enfant qui faisait quand même partie du corps humain. Donc, qui était quand même porté par la femme, par la jeune fille. Et c'est quelque chose de cruel. Alors, peut-être que voir un psychologue à la suite de ces méthodes permet peut-être dans certains cas de résoudre les problèmes psychologiques justement qui peuvent survenir. Bon. Voilà, nous avons répondu un peu au problème, comment maîtriser sa propre fertilité. Alors on comprend tout de suite pourquoi il faut adopter un comportement éthique et responsable, fonder ses choix de comportement responsable vis-à-vis de sa santé sur des arguments scientifiques. Alors, moyen de contraception, ensuite problème d'IVG éventuel. Dans le document numéro 1, il fallait retrouver les 2 moyens de contraception les plus utilisés par les jeunes. Alors c'était la pilule et le préservatif sont des moyens de contraception les plus utilisés par les jeunes. Alors là, quand on dit la pilule et le préservatif, on parle de préservatif masculin. Quand je disais tout à l'heure que j'hésitais concernant le tableau, en fait c'est le tableau qui me gêne. C'est pas le fait de dire bon, on sait bien que les garçons vont mettre des préservatifs, les filles aussi, bon, il faut en mettre pour X raisons, non seulement pour assumer, pour ne pas avoir d'enfants si on n'en veut pas, mais aussi pour se protéger contre les maladies. Alors, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'il y a un rapport, il y a une maladie. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que quelquefois, vous avez des maladies, bon, vous m'avez compris, et qu'il faut s'en protéger. Alors, retrouver, donc on a dit la pilule préservative. Ensuite, expliquer le mode d'action de la pilule œstrogestative et du préservatif. Alors, préservatif, c'est facile. C'est comme un petit sac. Lorsque la personne va émettre son sperme, eh bien, il reste dans le préservatif. Bon. Le préservatif établit une barrière étanche qui empêche le passage des spermatozoïdes vers l'appareil génital féminin. Donc en fait, ça empêche les spermatozoïdes de remonter les voies génitales de la femme pour aller féconder un éventuel ovule. La fécondation, à noter que ça se passe dans le tiers externe de la trompe, qu'on appelle la trompe de Fallope chez la femme. La pilule œstroprogestative, quant à elle, stoppe la production d'hormones ovariennes en arrêtant le fonctionnement des ovaires. Puisque évidemment, j'ai oublié de vous dire que les œstrogènes et progestérone sont fabriqués par les ovaires et sont, comme nous le verrons en seconde, comme je vous ai dit, sont sous le contrôle
du complexe hypothalamo-hypophysaire qui va sécréter enfin, l'hypothalamus va sécréter une hormone qu'on appelle GnRH, etc. Et l'hypophyse, donc LH, FSH, donc qui vont avoir un rôle important sur la production des hormones, et il y aura, on le verra, un rétrocontrôle qui sera même à un moment donné un rétrocontrôle positif, alors que le positif n'existe pas chez l'homme. Bon. Ensuite, qu'est-ce que l'on peut dire? Il existe deux moyens de mettre un terme. Alors oui, présenter les moyens de mettre un terme à une grossesse non désirée. Problème bioéthique. Il existe deux moyens de mettre un terme à une grossesse non désirée. Soit l'IVG médicamenteuse lorsque la grossesse ne dépasse pas 5 semaines, soit l'IVG instrumentale jusqu'à 12 semaines de grossesse. Alors, il est nécessaire d'adopter un comportement éthique et responsable en fondant ses choix de comportement responsable vis-à-vis de sa santé sur des arguments scientifiques mûrement réfléchis. Voilà. Donc au niveau des connaissances, nous avons parlé de la maîtrise de la reproduction. Nous avons relié le fonctionnement des appareils reproducteurs à partir de la puberté au principe de la maîtrise de la reproduction et expliqué sur quoi reposent les comportements responsables dans le domaine de la sexualité, donc la fertilité, un choix raisonné de procréation, de contraception, de prévention des infections sexuellement transmissibles. Donc voilà. Alors, nous avons dit à peu près tout ce qu'il fallait dire. Juste un petit mot pour vérifier si j'ai pas oublié 2-3 choses. Non, bon. Le cours est terminé. Merci.